Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour docteur, je voulais aujourd'hui parler avec quelqu'un de très sachant à propos du sommeil des adolescents. On est de nombreux parents à se poser la question en voyant nos adolescents passer des heures sur leur lit, mais pas forcément pour y dormir. Et on se demande ce que ça peut générer, ce que ça peut empêcher ou favoriser. Et on va essayer de trouver les réponses avec vous. Peut-être que je vais commencer par vous demander de vous présenter. Alors bonjour, je suis le docteur Ray et j'ai été responsable du centre du sommeil à l'hôpital de la Timone à Marseille. Je suis neurologue et actuellement je suis président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui est un institut qui regroupe l'ensemble des forces de sommeil, c'est-à-dire des sociétés savantes, des associations de patients, pour promouvoir le sommeil à la fois auprès du grand public, mais également auprès des institutions, parce que souvent, au niveau des institutions, on a eu du mal à comprendre l'importance du sommeil, et donc ça fait partie de notre force d'avoir été un peu écouté ces derniers temps, en particulier par la Direction générale de la santé et l'Éducation nationale. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qui se passe à l'adolescence vis-à-vis du sommeil? Est-ce qu'il y a des choses physiologiques qui se passent, qui perturbent ce sommeil profond qu'ont nos petits-enfants ou ce besoin de sommeil qu'ont nos enfants? Alors tout à fait, l'adolescence est une période de réorganisation des rythmes parce qu'il apparaît de nouvelles hormones qui sont les hormones sexuelles et qui elles-mêmes vont avoir un rythme, pas seulement chez la jeune femme, chez la jeune fille, où là c'est plus évident, mais également chez le jeune homme. Et cette remise, cette apparition d'un nouveau rythme hormonal va devoir s'intégrer avec l'ensemble des rythmes biologiques qui nous constituent, dont le rythme veille-sommeil. Et donc il y a un important remaniement du rythme veille-sommeil à l'adolescence. Donc ça veut dire que je crois que c'est la mélatonine qui favorise le sommeil est perturbée par ces autres hormones qui prennent un peu sa place? Alors tout à fait, on observe à l'adolescence un retard physiologique de la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de la nuit, elle est sécrétée quand il fait noir et c'est pour ça que nous sommes, nous, des animaux diurnes, c'est-à-dire qu'on est réveillé la journée et qu'on dort la nuit. Et à l'adolescence, ce signal qu'il est le moment de dormir, eh bien, va être décalé. Et c'est pour ça que très naturellement, l'adolescent va avoir tendance à avoir des difficultés à s'endormir le soir. Et à se réveiller aussi, d'après ce que j'ai compris, c'est ça, ils sont dans une espèce de décalage horaire. Complètement. Et donc, ils vont avoir tendance, en effet, à faire la grasse matinée beaucoup plus facilement que plus tard, quand on aura fini l'adolescence et que tous ces rythmes hormonaux ont repris leur cours plus habituel, si vous voulez. Et donc, cette espèce de grande modification va entraîner un décalage. Un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que notre société favorise le décalage donc, des couchers tardifs et donc, bien entendu, va augmenter cette tendance physiologique au décalage chez l'adolescent. Malheureusement, on les attend en classe à 8 heures à peu près. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de grasse mat la semaine. Qu'est-ce que ce manque de sommeil va générer, à part leur mauvaise humeur, en matière d'apprentissage et ce qu'on pourrait appeler de réussite scolaire? Alors, le sommeil est un instant privilégié pour consolider ce que vous avez appris dans la journée. En 20 ans, on a largement étayé ces données. Et donc, si vous n'avez pas dormi assez, eh bien, vous n'avez pas consolidé assez. Et donc, vous allez oublier ce que vous avez fait dans la journée. C'est ce que j'explique très régulièrement à mes étudiants, que bachoter toute la nuit pour réviser un examen est parfaitement illusoire, car je ne vais pas consolider ce que je vais apprendre, et le lendemain à l'examen, en plus, je serai fatigué, c'est-à-dire que ce que j'avais appris dans la journée d'avant, ce que j'avais appris éventuellement la veille au soir, mais pas en me couchant très tard, eh bien, va être non consolidé, et donc je ne pourrai pas m'en servir. Donc il est très important, avant un examen, d'essayer de passer une bonne nuit. Par contre, le fait de relire son cours le soir, est-ce que ça, c'est une bonne méthode? Ah oui, c'est une bonne méthode parce que vous allez en effet réactiver vos systèmes de mémoire et donc le sommeil va les consolider puisque vous venez de les
de les apprendre. Oui, c'est quelque chose de très important. Et donc, le sommeil est quelque chose de capital, à la fois pour le fonctionnement de notre cerveau, avec cet apprentissage, le fait d'être en manque de sommeil fait qu'on a du mal à se concentrer. Et donc, on voit très bien à quel point le manque de sommeil fait que j'ai du mal à apprendre et j'ai du mal à consolider. Donc, c'est sûr qu'on comprend tout à fait l'échec scolaire des gens qui ne dorment pas assez. Et donc, l'avenir n'est pas forcément à ceux qui se lèvent à l'aube, en particulier chez l'adolescent. Ça, c'est pas possible. Et puis, il faut voir que, comme vous l'avez dit, le manque de sommeil a aussi des répercussions sur notre humeur, sur notre anxiété. Donc, on est beaucoup plus anxieux. Donc, vous êtes beaucoup plus stressé pour passer un examen si vous manquez de sommeil. Vous êtes beaucoup plus triste. Et vous vous sentez beaucoup plus nul parce que vous manquez de sommeil, parce qu'en fait, vous n'avez rien envie de faire d'autre que de dormir. Et donc, ce manque de sommeil a des répercussions sur notre santé mentale qui est très importante. Mais ça a également des répercussions sur notre santé physique, avec deux grandes découvertes au fil des dernières années. C'est d'une part le fait que manquer de sommeil favorise l'obésité. Ça vous fait grossir, alors que si on a une nuit où on manque de sommeil, une nuit blanche, on se dit, tiens, j'ai plutôt tendance à maigrir. Mais par contre, la privation chronique de sommeil, le manque chronique de sommeil va favoriser l'obésité, va favoriser le diabète. Et puis, dans un autre domaine, ça va diminuer l'efficacité de notre système immunitaire. Donc, on fera plus facilement des infections si on manque de sommeil. Donc, un gros impact sur la santé, en plus de cette capacité à mémoriser et à régénérer en fait le cerveau, enfin en tout cas entretenir le cerveau. Les jeunes à cet âge-là sont dans une optique de tester plein de nouvelles choses dans leur vie. Donc, ils peuvent être tentés de commencer à fumer, de boire de l'alcool, de tester d'autres substances qui peuvent être nocives. On imagine qu'ils sont aussi beaucoup sur leur téléphone portable, les écrans, les séries, etc. Qu'est-ce que tout ça a réellement comme impact sur la qualité du sommeil ? Alors, c'est quelque chose de très important parce que c'est vrai que l'adolescence est une période dans laquelle on va avoir des difficultés d'endormissement puisqu'on est beaucoup plus du soir et très souvent, on a du mal un peu à démarrer le sommeil et on se rend compte qu'un certain nombre d'adolescents vont avoir tendance à boire ou à fumer du cannabis pour favoriser l'endormissement, ce qui est tout à fait préjudiciable parce que le sommeil derrière est de très mauvaise qualité. Et donc, on a l'impression d'améliorer les choses et en fait, on n'améliore pas du tout les choses et on a un sommeil de mauvaise qualité derrière. Et donc, il vaut beaucoup mieux avoir une activité diurne intense qui va favoriser le sommeil plutôt que d'avoir une faible activité diurne qui va bien entendu perturber le sommeil. Un deuxième point important, bien entendu, c'est les écrans, qui fait que les écrans sont enrichis en lumière bleue. Et cette lumière bleue, c'est la lumière du ciel le matin. Et à ce moment-là, la mélatonine arrête sa sécrétion du fait que c'est le lever, puisque la mélatonine est sécrétée quand il fait nuit, quand il fait noir. Et donc, le fait de regarder un écran va encore décaler la sécrétion de mélatonine. Alors, il est très important qu'il y ait une espèce de couvre-feu digital avant d'aller se coucher, de façon à ne pas augmenter ce retard à la sécrétion de mélatonine. Alors, on sait que pour certains étudiants, ils ont beaucoup de travail et que c'est compliqué pour eux d'arrêter les écrans on va dire à 20 heures. Est-ce que les lunettes qu'ils pourraient porter avec les protections font un vrai filtre, sont utiles, ou est-ce que ça, c'est pas suffisant en tous les cas pour empêcher la mélatonine ? Alors, c'est utile, mais ça a une utilité assez limitée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, l'adolescent ne va pas pouvoir se coucher à 20 heures, donc éventuellement, on va laisser un certain nombre d'écrans, parce qu'en plus, on a augmenté de façon considérable l'usage des écrans, ne serait-ce que pour travailler. Donc, on ne peut pas dire à l'adolescent, il ne faut pas que tu fasses tes devoirs sur écran, parce que ça va être compliqué. D'autre part, c'est vrai que c'est un lieu d'échange, mais il nous semble important qu'on ne passe pas directement des écrans
au lit pour dormir. Parce qu'à ce moment-là, on va sentir une insomnie, une difficulté à s'endormir, et ça va être très affolant. Donc, il faut prévoir un temps calme entre le moment où on décide cet arrêt des écrans, d'arrêter ces stimulations, parce que les écrans, non seulement on les regarde, mais on entend la musique, et puis éventuellement, on bouge avec nos mains, et donc on est très stimulé devant un écran. Et parce qu'on écrit, on répond. En plus, très souvent, les adolescents ont 2 écrans. D'une part, le téléphone portable sur lequel ils répondent, et puis un écran d'ordinateur sur lequel, éventuellement, soit ils regardent un film, soit... Donc, il faut arrêter cette surstimulation et essayer de lire ou d'écouter de la musique, mais de faire une activité que j'appelle monosensorielle, parce que si vous n'avez que les yeux qui sont stimulés, ça permet d'endormir toute la partie du cerveau qui décode les sons, et puis d'endormir la sensibilité du corps. Donc ça me semble être quelque chose de très important, qui est une activité monosensorielle pendant au moins 1 heure avant de chercher à s'endormir. Le changement de rythme entre la semaine et le week-end, on peut imaginer que nos enfants, la semaine, ne dorment pas suffisamment parce qu'on les réveille le matin. Est-ce qu'il est préférable de les laisser dormir à satiété, on va dire, le week-end, ou est-ce que ce changement de durée de sommeil est finalement néfaste? Alors, ce changement n'est pas néfaste, mais c'est son organisation qui est néfaste quand on arrive à faire des grasses matinées tellement longues que la matinée n'existe plus. Et à ce moment-là, on a de véritables inversions, c'est-à-dire que on dit à l'adolescent, demain c'est dimanche, donc tu vas pas en classe, donc tu peux te lever tard, donc il va se coucher encore plus tard, il va se lever excessivement tard, éventuellement en fin de matinée, voire début d'après-midi, et après le soir, on lui dit, demain tu vas en classe, alors il va falloir que tu te couches tôt. Il va pas pouvoir dormir, et il croit du coup que ses systèmes de sommeil sont cassés. Donc, ce qu'il faut faire pour éviter ça, c'est que la matinée existe toujours. Donc, j'invite les parents à ouvrir la chambre de l'adolescent pour que la lumière du jour puisse pénétrer à partir de 10h, 10h30 du matin le dimanche, quitte à ce que l'adolescent fasse une sieste en début d'après-midi avant 15h, ce qui est tout à fait différent au point de vue rythmique et qui sera beaucoup mieux parce qu'ils pourront dormir le soir. Alors que s'ils font une grasse matinée jusqu'à 15h, ils auront du mal à s'endormir le soir. J'ai lu sur votre site que j'ai trouvé passionnant d'ailleurs, on mettra le lien dans les notes de l'épisode, que le lit était le symbole du sommeil pour notre cerveau et que quand on voit nos adolescents qui ont peut-être des grandes chambres mais qui en fait n'exploitent que les 2 mètres carrés de leur lit, c'est-à-dire qu'ils font leurs devoirs, leurs coups de fil, leurs séries sur leur lit, je me dis que là, on n'est peut-être pas dans le vrai avec ce sujet-là. Alors, c'est tout à fait exact et il faut continuer à essayer d'avoir un bon conditionnement entre le lit et le sommeil. Alors, c'est difficile en effet à l'adolescence parce que c'est vrai que les chambres ne sont pas très grandes et donc il va être très compliqué. C'est sûr que si vous avez 2 pièces pour un adolescent, c'est merveilleux. Il aurait une pièce dans laquelle il jouerait, il serait sur les écrans, et puis une pièce qui serait sa chambre où il dormirait. Mais il faut quand même essayer de faire en sorte que l'espace de la chambre soit organisé pour qu'il soit pas au lit toute la journée, parce que le lit, il faut que ça reste associé au sommeil. Alors, le problème, c'est que les parents eux-mêmes ont tendance aujourd'hui à aller au lit avec un écran. C'est ce que nous avions montré l'année dernière. Nous avions quand même 60% des parents qui allaient au lit avec leur téléphone portable ou avec une tablette ou un ordinateur portable. Et un quart de ces 60% restaient jusqu'à 1h30. Alors, c'est quand même un peu difficile de dire à adolescents, il ne faut pas faire comme papa et maman. Donc, il faut que ce soit une discipline familiale. Donc, il faut que le lit, que ce soit l'endroit où on puisse éventuellement lire, éventuellement, vous pouvez écouter de la musique, mais essayez d'éviter d'associer le lit et l'écran, ça c'est quand même une bonne chose. Moi, j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais préparées, mais peut-être que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sommeil et l'adolescence qui serait utile pour les parents qui nous écoutent. Je crois qu'il faut valoriser le sommeil
et notre société ne le valorise pas. Elle ne le valorise pas de deux façons. D'une part, en nous disant que c'est une perte de temps, que l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, ce qui est quand même une ineptie pour les adolescents. Donc, ils se disent, tiens, on perd notre avenir parce qu'on a envie de se lever tard. Donc, c'est quand même pas un bon signe. Donc, il faut leur expliquer que le sommeil, c'est quelque chose qui leur est très utile et qui est très agréable à condition qu'ils dorment suffisamment. Parce que pendant le sommeil, on rêve. Et ces rêves, c'est très intéressant de les raconter. Il y a plein de cultures dans lesquelles on commence la journée en racontant ses rêves. Et c'est sûr que si vous ne dormez pas assez, eh bien vous avez de moins en moins de rêves. Et l'adolescence, c'est quand même un moment très privilégié dans lequel on va avoir des rêves très bizarres, très curieux, mais qui sont parfois très créatifs et qui témoignent aussi de notre vie diurne et comment on la métabolise la nuit. Et donc, il faut attirer l'attention des parents sur le fait que le sommeil peut être un moment tout à fait créatif et c'est pas une perte de temps. Mais il faut bien entendu que les parents aiment le sommeil. Et donc, c'est très important que les adolescents voient que leurs parents aiment dormir. S'ils voient que leurs parents n'aiment pas dormir, ça va être difficile qu'ils aiment dormir. Très intéressant. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications et ces conseils très pratiques, applicables. Et j'ai bien retenu le fait de montrer l'exemple que je vais m'appliquer moi-même tout de suite, sans faire la sieste quand même, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais merci en tous les cas beaucoup, docteur, pour ce partage. Merci. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.